Mesdames, Messieurs, merci de votre patience. Donc, encore une fois, merci à tous d'être présents. Bienvenue donc pour cette troisième partie de la matinée. Je vais demander aux personnes de rapidement rentrer dans la salle. Merci. Donc pour cette troisième partie de la matinée, maintenant qu'on a parlé de la journée d'un trader, maintenant qu'on a parlé des opportunités de trading intraday, mais également de l'importance du profil, de style, de technique, de rigueur, on va pouvoir passer sur une partie un peu plus culture générale, je dirais, et macroéconomie, afin non pas de regarder cette fois des graphiques et de définir des points d'entrée, des points de sortie, mais de bien comprendre ce qu'il se passe dans une zone économique et quel impact ça peut avoir, notamment sur la monnaie. Nous avons bien évidemment choisi l'euro qui est au centre de nos préoccupations et ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai le plaisir de suivre Philippe Wechter, qui est le directeur de la recherche pour Natixis, et Philippe qui poste régulièrement son avis, des notes de recherche, des vidéos sur l'euro-dollar. Et donc, il va nous faire toute une partie sur la macroéconomie qui sera liée par la suite avec Adrien Raymond, qui est notre analyste responsable de l'euro-dollar, qui tous les matins vous fait un point technique et fondamental sur la paire. Et puis enfin, je voulais présenter sur ma gauche Zora, qui elle travaille également avec nous, qui vient de finir son année, c'est ça, troisième année de licence en ingénierie économique et statistique, et qui a écrit un beau papier sur les risques déflationnistes avec Adrian. Et donc régulièrement vous retrouverez des papiers de ce duo de choc sur DailyFX. Et puis Philippe, quant à vos commentaires hebdomadaires, on avait dit également, on en a partagé un hier, pour mettre en avant votre blog et que les gens puissent aller lire donc vos notes. Donc sans plus attendre, on va passer à la suite. Je vous remercie tous d'accueillir donc Philippe Wechter et Adrien Raymond pour cette troisième partie sur macroéconomie politique monétaire en zone euro. Bonjour à tous. Donc c'est à moi qui démarre cette troisième partie. Alors on va pas rentrer dans le détail qui était présenté juste avant, parce que c'est un détail qui me dépasse un petit peu. Des choses que j'ai vues, j'avais à une époque, j'ai été marié à une femme qui était sur le Forex, et donc j'ai bien connu ce genre de choses. Je suis bien content d'être séparé aussi de ces choses-là, bien entendu. Alors, absolument. Sur la question, justement, intégrons directement la question de l'euro-dollar, parce que c'est une question clé. On voit bien, il y a toute une série de discussions sur la valeur de l'euro. Est-ce qu'il est trop cher? Est-ce qu'il n'est pas trop cher? Je pense qu'il y a déjà un premier élément à avoir à l'esprit, c'est que toutes ces discussions sur voilà, il faudrait un euro moins cher, ça faciliterait la croissance, etc. Je crois que c'est une discussion un peu vaine. Qui pouvait fonctionner, qui a fonctionné à certaines époques, quand le franc était dans le système de Bretton Woods, quand le franc était dans le système monétaire européen, on avait la capacité de faire à peu près ce qu'on voulait et de régler l'addition en dévaluant le franc. Donc c'était un truc très pratique et on avait l'impression qu'à chaque fois on partait sur de nouvelles bases. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, parce qu'il est extrêmement compliqué d'orienter, de donner le sens que l'on souhaiterait, le niveau que l'on souhaiterait à l'euro contre toute monnaie. Je pense que ça fait partie des fantasmes que d'imaginer qu'on puisse valoriser l'euro au niveau que l'on souhaiterait. D'abord parce que les marchés sont plus compliqués qu'à une certaine époque. Le mode de fixation des monnaies n'est plus tout à fait le même non plus. Et puis, il y a un côté institutionnel aussi qui ne fonctionne pas en zone euro comme ailleurs, et c'est probablement dommageable aussi. C'est que quand vous regardez qui discutent des monnaies, généralement, dans n'importe quel pays, c'est très rarement la Banque centrale. Quand vous regardez la BOJ, quand vous regardez la Fed ou d'autres, il y a très peu de discussions sur la parité,
les discussions sont généralement le fait du ministre de l'économie. C'est lui qui donne le sens, qui donne l'orientation, et c'est ce qui se passait en France quand il y avait encore le franc. C'était le ministre de l'économie qui donnait l'orientation, le banquier central, le gouverneur de la Banque de France ne donnait pas son avis. Et probablement que sur la zone euro, il manque, et c'est toute une question plus large qui est posée, il manque probablement sur la zone euro une coordination un peu plus forte, avec une intégration politique un peu plus marquée que ce qui existe aujourd'hui, et ça aurait pour avantage de donner, d'avoir quelqu'un qui soit capable, qui ait la légitimité pour parler de l'euro et de sa valeur, pour le discuter, etc. Ça, c'est quelque chose qui manque de façon fondamentale. Alors, aujourd'hui, est-ce que, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est plutôt dans un contexte d'euro faible, d'euro fort? Moi, je pense que l'ajustement qu'on observe, l'ajustement macroéconomique qu'on observe en Europe, est un ajustement qui force l'euro à être fort. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup pour moi, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à cela. Et on peut regarder simplement un graphique, c'est forcément le dernier, donc on va aller vite. Un graphique qui est celui-là. Vous avez, un des déterminants de la monnaie, de la valeur de la monnaie, ce sont les échanges avec le reste du monde. Et plus vous êtes excédentaire, plus votre monnaie a tendance à se renforcer. Là, vous avez sur ce graphique le compte courant, c'est-à-dire les relations avec le reste du monde de la zone euro. Et vous voyez que depuis 2013, ce compte courant a tendance à se renforcer, puisque au mois de février, je n'ai pas intégré le mois de mars qui est sorti cette semaine, mais que je n'ai pas vu parce que je n'étais pas à Paris, mais on est à 250 milliards d'excédents de compte courant sur l'ensemble de la zone euro au cours des 12 derniers mois. Et on voit que par rapport aux périodes passées, depuis le début des années 2000, on a une situation qui a changé de nature. On est aujourd'hui sur une situation où clairement la zone euro dégage de l'épargne, c'est l'excédent, et cet environnement, s'il devait se rééquilibrer, passerait par un euro beaucoup plus fort. Donc ça, c'est un facteur majeur, et le mécanisme sous-jacent, la dynamique sous-jacente, plaide aussi pour rester sur un excédent dans la durée. Pourquoi ? Bien parce que quand vous regardez la façon dont la situation européenne s'ajuste, quand vous regardez ce graphique, d'abord, quand on regarde le détail, eh bien vous apercevez que tous les pays qui étaient déficitaires, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, tous ces pays ont, la France aussi, non mais je n'ai pas évoqué la France pour une raison qu'on évoquera après, mais tous ces pays compensaient peu ou prou les excédents observés, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, tous ces pays, sauf la France, je reprends, tous ces pays sont à l'équilibre ou excédentaires. Et donc, ils contribuent à alimenter ce surplus de compte courant. Alors, c'est là que le mécanisme est intéressant, parce que quand vous regardez la situation au sein de la zone euro, vous apercevez que le mécanisme d'ajustement est simple. Chacun observe que son marché intérieur n'a pas beaucoup de consistance. Quand on regarde les différents marchés intérieurs, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, un peu partout, cet indicateur de demande interne a une seule allure. En Espagne, en Italie, en France, pour l'ensemble de la zone euro, c'est pas très brillant. Et donc chacun s'interroge et se dit que finalement, le mieux pour lui, ce serait de trouver un moyen de créer une impulsion externe qui lui permettrait de mettre un peu d'ordre dans sa maison, d'où l'idée très, très simple, et qu'on voit un peu partout, de peser, d'essayer de gagner en compétitivité pour être le plus redoutable à l'exportation et faire de telle sorte que ces produits puissent s'exporter davantage et que, in fine, ça crée une impulsion sur l'activité. Tout le monde a ce type de stratégie, et ces recherches
de productivité, de compétitivité plutôt que de productivité. Toutes ces recherches de compétitivité s'observent à travers l'évolution des coûts salariaux, par exemple. Partout, vous avez, que vous soyez en Espagne, en Italie, en France, les coûts salariaux ont tendance à baisser ou à s'infléchir très fortement. Ce qui fait qu'on n'alimente pas non plus la demande intérieure, et la conséquence, c'est que les importations au sein de la zone euro baissent. Et ce repli des importations de la zone euro, eh bien, alimente ce compte courant. Et tant qu'on n'aura pas inversé la tendance, tant qu'on restera dans une situation de modération salariale, et je suis persuadé que la modération salariale est là pour durer, tant qu'on aura cette situation, la demande intérieure restera relativement fragile et ne permettra pas de réduire cet excédent de compte courant qu'on constate aujourd'hui sur l'ensemble de la zone euro. Donc on a un mécanisme au sein de cette zone euro qui génère un surplus considérable, et ce surplus considérable pousse l'euro à la hausse. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on va parvenir sur un 35, etc., mais ça veut dire que les idées, les ajustements qu'on pourrait imaginer d'avoir un euro beaucoup plus faible, me semble, la probabilité de ce type d'événement me paraît assez réduite. Et on peut le voir à travers un indicateur, parce qu'on a toujours tendance à regarder les changes comme des arbitrages de monnaie, de taux d'intérêt, de choses comme ça. Et on peut le voir sur ce graphique ici. C'est un graphique que j'aime bien, où vous avez en bleu des évolutions, des anticipations de taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe. Et vous avez en violet l'évolution de la parité euro contre dollar. Et vous voyez que depuis 2007, les écarts d'anticipation et la parité euro-dollar se suivent parfaitement bien. Hein, il n'y a pas beaucoup d'écarts, et la dynamique, le cycle est assez proche. Sauf que depuis maintenant 8-9 mois, on a un écart considérable entre ces deux indicateurs. L'indicateur d'anticipation, la ligne bleue, tablerait plutôt sur un euro-dollar en dessous de 1,25, alors que, on l'observe sur le graphique, on est plutôt à 1,37 aujourd'hui. Donc cet écart-là traduit, à mon sens, le fait, l'éclosion ou l'accumulation d'un compte courant extérieur tout à fait considérable. Et ce point, ayons-le bien en tête, parce que la ligne verte bleu-vert que j'ai dessinée ici traduit d'une certaine manière les anticipations de politique monétaire aux États-Unis et en Europe. En d'autres termes, on a, ce que je prends ici, c'est des taux futurs, mais ce que ça traduit, d'un côté, des mouvements plutôt haussiers de taux américains, et de l'autre, des taux plutôt baissiers de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc on l'a, quand on regarde le détail, on voit bien le décrochage qu'il y a sur cette courbe bleue. On intègre bien ces différences d'orientation de politique monétaire attendues pour les 12-18 mois ou 24 mois qui viennent. Mais ce mécanisme-là n'est plus suffisamment fort pour jouer. Il y a un autre facteur qui joue aussi très, très fortement, c'est que aujourd'hui l'euro est devenu une zone monétaire de référence. Même si on a eu des inquiétudes assez fortes en 2012, 2013, 2011 même, des inquiétudes assez fortes sur la pérennité de la zone euro, aujourd'hui les institutions qui ont été mises en place permettent à cette zone euro de répondre à un certain nombre de questions. La problématique qui était posée sur l'euro en 2011, c'était de se dire, finalement, on n'est pas capable, en Europe, de répondre à ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent, un choc asymétrique. Un choc asymétrique, c'est un choc qui ne touche qu'un seul pays, et pas l'ensemble des pays. Les constructeurs, les architectes de la zone euro avaient subi des critiques de ce type-là au milieu des années 90. Les économistes américains disaient, mais le problème sur la zone euro, dans la construction telle qu'elle est faite, c'est que les institutions mises en place ne permettent pas de répondre au choc asymétrique. S'il y a un pays spécifique qui est touché, ça ne marchera pas. Et là-dessus, Padre Asciopi, qui était un banquier central italien et un grand architecte
de la zone euro avait répondu. En Europe, il n'y a pas de choc asymétrique. Tout le monde subit les mêmes chocs, et de ce fait-là, les institutions avaient été construites de la sorte. On a vu ce que ça a donné, on a vu les tensions que ça a créé, mais on observe aussi aujourd'hui que les institutions européennes ont changé, que ce soit avec le traité de gouvernance, que ce soit avec le mécanisme européen de stabilité, que ce soit avec l'union bancaire. Tous ces éléments ont un objectif très, très simple, qui est de disposer, de faire de telle sorte que les comportements soient relativement cohérents au sein de la zone euro, ce qui renforce la stabilité financière de celle-ci. Et quand vous discutez avec des investisseurs étrangers, eh bien l'attrait pour eux de la zone euro, c'est que c'est une zone qui est perçue comme plutôt stable sur le plan financier. Pardon. Donc voilà, on est dans cette zone-là. Alors, il y a probablement